Salutations, bienvenue dans DCP, du ciné et des potes, votre émission bimensuelle de cinéma avec votre équipe composée de Julien, Jérémy, et c'est tout. Bah oui, Fred et aux abonnés absents, et de moi-même, Owen. Le cinéma français est en forme ces 2 dernières semaines, puisque les grosses sorties ciné sont Chien 51 de Gymnase, L'homme qui rétrécit de Yann Kounen, et surtout Kaamelott 2e volet, le grand retour de la franchise culte. C'est donc un épisode qui est chargé en critique, il n'y a pas que ces 3 films, on va parler de plein d'autres aussi, et un joker de Jérémy. Oui, parce que Fred n'étant pas là, il me l'a gentiment cédé. Voilà. Comme d'habitude, vous pouvez nous suivre sur toutes les apps de streaming, sur Insta, TikTok. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à partager et mettre des étoiles. On lance l'épisode 51, et en vrai, on va refaire un peu des news, pour le plaisir. Pour le plaisir. Assez vite, mais en fait, c'est surtout un prétexte pour parler de ce que t'as vu, Julien, cet après-midi. Oui, la semaine dernière, mais enfin lundi dernier, mais c'est pas grave. Mais bref, l'exposition Orson Welles à la Cinémathèque, qui est très bien et qui, je trouve, est une des meilleures expositions qu'ils ont faites depuis ces dernières années, même si je les ai pas toutes faites, j'avais pas fait celle sur Cameron, mais par exemple pour avoir fait celle sur, je sais pas, Les Espions, ou même la dernière qui était sur Wes Anderson, je trouve que là, elle a vraiment un bon équilibre entre tout. Elle a un équilibre en termes d'objets, donc tu vas avoir des carnets de préparation d'Orson Welles, mais il y a énormément d'explications sans que ce soit indigeste, et il y a beaucoup d'extraits de films aussi, et tout ça, je trouve, s'équilibre très bien. Là où, par exemple, celle de Wes Anderson a été vraiment sur les objets de Wes Anderson, donc tous ses dessins, toutes ses maquettes, c'est vraiment très cool visuellement, mais t'apprenais pas grand-chose. Là, je trouve que c'est vraiment une porte d'entrée pour découvrir Orson Welles. Bon, ma news, elle est très rapide, parce qu'en vrai, je sais pas plus, mais je comprends pas vraiment pourquoi, mais Warner est en vente. Parce que David Zaslav fait de la merde, peut-être. Non, mais faut le dire. Non, parce que là, on parle beaucoup d'une année pour Warner qui est très bonne. C'est pas faux. Mais pourtant, Warner est mis en vente, donc à voir qui est repreneur. Mais j'ai vu des gens s'inquiéter pour le DC Universe de James Gunn, parce qu'en vrai, qui dit nouvelle direction, dit voilà, peut-être que tout ce qui a été construit ces 2 dernières années par Gunn vont finalement... Ça dépend ce qu'il en est et de qui va racheter, si jamais vraiment, hein, parce que je sais qu'à un moment donné, il y avait eu potentiellement une fusion entre Warner et Paramount, mais je sais pas ce qu'il en est de ce truc-là, donc est-ce que c'est potentiellement l'avènement de ce truc-là? Est-ce que c'est pas l'avènement de Bolloré chez Warner? Oh putain, il rachète tout. Non, et puis moi, c'est un truc qui m'a un peu surpris, c'est qu'il va y avoir des films et des séries inspirées du jeu de société, jeu de plateau, Catan. Et moi, j'aime bien faire une partie de Catan. Qu'est-ce qu'on a pu y jouer pendant le Covid en ligne? J'aime bien faire une partie de Catan de temps en temps, mais je sais pas ce que ça peut donner en adaptation filmique. Je vois un truc un peu à la Loup-garou sur Netflix. Là. Ouais, c'est ça le truc. Non, j'ai du mal à voir. Je vois pas que... Enfin, généralement, quand t'as un jeu de société, jeu vidéo qui est adapté au cinéma, ils aiment bien prendre le concept de joueurs qui jouent et qui sont transportés dans le jeu. Un peu à la Jumanji, finalement. Mais... Ouais, non, mais Catan, genre l'univers de Catan, qui est pas très développé, mais c'est juste un univers de colonialisme, et voilà, de terre qu'on se vole. Et je sais pas, il y a moyen de faire un truc... Moi, j'attends de voir comment le réal va gérer la transition entre une forêt et un désert. Un truc à la There Will Be Blood, où c'est vraiment la guerre des territoires, quoi. La guerre du business, la guerre des ressources. Paul Thomas Anderson, allez, on y va. Non. Si, on pourrait. Mais bon, bref, trêve de news. Là, on va rentrer dans l'art. On a donc beaucoup de films de prévus, et à vrai dire, dans ces 7 films... on a un seul qui est américain, le reste, c'est du français. Francophone. Cocorico, quand même. Je sais plus lesquels sont dans la liste, on va dire. J'ai pas envie de dire des bêtises. Mais donc, Cocorico est le cinéma français en force. Et est-ce que le cinéma français nous a régalé? Chien 51. Alors, vendu comme le film de science-fiction français par Cédric Gymnase, Chien 51, c'est l'adaptation d'un roman dystopique français paru il y a 3 ans. D'ailleurs, Jérémy a lu le roman. Oui. Gymnase, à qui on doit dernièrement Bac Nord, qui est bien. Oui, qui est très, très correct. Et Novembre, qui est... moins bien. Moins bien, mais ça se tient encore. On est d'accord. A donc la lourde tâche de faire briller la science-fiction française avec Adèle Exarchopoulos et Gilles Lelouch. Le programme ALMA et son inventeur Georges Kessel sont les ennemis du peuple. ALMA. Reconstitution. On m'a verrouillé avec une flic de la zone 2, il faut que j'enquête avec elle. Sur l'assassin Kessel. Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle ALMA a révolutionné le travail de la police jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, 2 policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. Moi j'ai la flemme. La flemme, carrément. Bah en fait au bout de 5 minutes de film je voulais me barrer.
Oh, 5 minutes, ça n'a pas tenu longtemps. Ouf. Non, mais c'est pas bien. Malheureusement, c'est pas bien. C'est pas grand-chose d'autre à dire. Déjà, c'est pas beau visuellement. Oui. C'est-à-dire qu'en termes de... Un film de science-fiction, au-delà du scénario, au lieu des scènes d'action, tu t'attends aussi à avoir un univers qui est crédible. Et là, Jiménez, il a quand même un pari à lui tout entier. Et la seule chose qu'il en fait, c'est de caler des filtres IA. Un peu comme le dernier Cronenberg, Les Linceuls, qui adorait filmer des écrans. Bah là, Jiménez, pareil, il filme des écrans tout le temps. Et c'est vraiment dommage. Et pareil en termes de jeu, quand t'as pas de direction d'acteur, moi j'adore Gilles Lelouch, j'adore Adèle Exarchopoulos, mais quand ils sont pas dirigés, bah tu vois Gilles Lelouch faire du Gilles Lelouch, c'est-à-dire qu'il crie, tu vois Adèle faire du Adèle Exarchopoulos, mais c'est pas bien. Donc bon. Et encore pour Gilles Lelouch, ça va, tu vois, c'est un peu un rôle dont il a l'habitude, donc ça passe encore. Mais c'est ça en fait, mais c'est qu'il réinvente rien, c'est Gilles Lelouch qui fait du Gilles Lelouch, et Voilà. Mais autrement, oui, t'as raison, hein. On va commencer par là, puisque tu évoques les acteurs, mais waouh, la direction d'acteur, elle est zéro. Bah moi le truc... Genre, les personnages, excuse-moi, hein, mais les personnages secondaires, y a rien pour moi qui va. Valéria Bruni Tedeschi, elle joue comme une quiche. Mais Garel, c'est pareil. Hein. tu sais c'est quoi le pire, je me suis quand t'as un casting quand même où t'as Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos, Louis Garrel, Romain Duris, le meilleur acteur du film c'est Artus. Mais oui, Alors non, moi, Arthur, j'ai pas supporté. Mais attends, t'as Artus, il y a 2 scènes à la limite dans le film et c'est celui qui tient le mieux les séquences. Pour moi, c'est le plus caricatural. Certes, c'est caricatural, mais ça passe, tu vois, parce que t'as le côté, t'as le background un peu comique d'Artus. Bon, ça, et du coup, il est dans une limite fine entre c'est comique, mais en même temps, tu le prends un peu au sérieux, et je trouve que ça passe. Mais alors, sinon, c'est vrai que tous les autres, soit ils font des rôles, on les a vus déjà 1000 fois dedans, et donc du coup, ça passe encore un peu. Mais ou alors les autres, c'est vraiment, ils sont vraiment mal dirigés ou pas dirigés, quoi. Et donc du coup, moi, vu que j'ai lu le livre, je tiens à dire, en prévision de voir le film, parce que moi je me suis dit, tiens, il y a une adaptation, je vais lire le roman. Bon, disons que le roman est quand même bien meilleur que le film, pardon, hein, on va dire les termes. Hein. Mais en termes de scénario, ça suit vraiment le livre ou ça vraiment roue libre total Alors, je n'estime pas pour qu'un film soit bon que ce soit une bonne adaptation. Faut différencier un bon film d'une bonne adaptation. Ce film-là est une mauvaise adaptation et un mauvais film. Dis ta phrase là de Letterboxd. Et du coup, ce qui m'en vient à dire ça, Cédric Jiménez, sale fraude. Pour moi, ce film, c'est une fraude totale. Genre, il y a eu un microcosme, ce microcosme du cinéma français qui se regarde le nombril et qui veut faire du cinéma un peu blockbusteresque et qui veut s'en donner les moyens. Mais ça fonctionne pas puisque tu mets des tâcherons comme Jiménez, qui est pour moi une fraude. Et je vais rappeler une chose, c'est que Cédric Jiménez est en couple avec Audrey Diwan. Audrey Diwan qui nous avait fait l'excellent film L'événement et qui par la suite fait, alors certes je l'ai pas vu, mais je crois ce que dit Owen en disant que Emmanuel c'est vraiment nul. Donc du coup... Après Emmanuel, j'étais sous le coup de la retraite de Nadal aussi, c'était un... Oui, mais même a posteriori... Oui. Voilà. Donc pour moi, Cédric Jiménez et Audrey Diwan, c'est un couple de fraudeurs. Bah, pourtant, Bac Nord, t'avais bien aimé quand même. Oui, mais c'est pour ça. Je dis fraude dans le sens où ils étaient prometteurs sur leur premier film. Et après, c'est de déception en déception. Mais moi, des fois, j'ai l'impression qu'il reste vraiment sur ses... je prends l'exemple de Bac Nord ou Novembre, mais vraiment sur ses acquis Jiménez. C'est-à-dire que t'as vraiment une séquence, vraiment au tout début du film, juste avant qu'il tombe sur le premier cadavre. C'est la même séquence que dans Bac Nord, quand ils sont dans les... Pas quand ils sont dans les quartiers, mais sur les marchés de rue. C'est la même séquence, la même façon de filmer. C'est la même chose, non, mais c'est un copier-coller. C'est de la caméra au point, c'est percutant, donc forcément tu dis oh ça me secoue, c'est intéressant. Ouais, mais tu vois, dans Bac Nord, ça avait plus de sens, les scènes d'action, on va dire l'univers. Puis t'avais quand même François Civil et Karim Leclou, on oublie. Je pense que ça faisait quand même quelque chose dans le film. Là, le trio fonctionnait dans Bac Nord. Ouais, bah déjà c'est ça, le duo ne fonctionne pas du tout. Et moi je me disais un truc, mais je voyais pas du tout une histoire d'amour entre les deux personnages. Et tu sais pourquoi? C'est à cause de la caractérisation des personnages qui est totalement différente, ou alors en tout cas de la direction des acteurs qui fait que les sentiments des personnages ne sont pas les mêmes que dans le roman. Parce que dans le roman, je tiens à le dire, il y a un moment, donc au moment du Love Day qui est vachement atténué. C'est la grosse soirée. La grosse soirée dans les rues, underground là. Ah, c'était ça. Le Love Day. Oh. Dans le roman, c'est vachement plus explicite parce que littéralement, c'est une orgie dans toute la rue. Enfin, il y a des orgies dans toutes les rues. Et bon, du coup, le film ne pouvait pas aller à ce point. Et donc, à ce moment-là, dans le roman, avec tout ce qui s'est passé, Salia et Zem couchent ensemble dans le roman. Parce que moi, quand ils se font un bisou, je te demande quoi, pardon? Hein? Voilà. Pour moi, c'était une relation père-fille, quoi. On est d'accord, moi Voilà. j'étais en mode relation Ellie-Joël. Ouais. Voilà, on est d'accord. Parce que c'est mal caractérisé dans le roman, enfin dans le film. Et Surtout parce qu'ils ont 25 ans d'écart. Ouais,
Alors c'est vrai que c'est pas dit dans le roman combien d'âge d'écart ils ont, mais dans le roman en fait la caractérisation de Salia elle est vachement plus subtile que ce qu'en fait Adèle Exarchopoulos, parce que là où Salia tu le sens qu'elle a envie de convaincre et de montrer qu'elle a sa place, et donc du coup pour ça elle montre une autorité, mais une autorité fragile. Là Adèle Exarchopoulos elle en fait une meuf trop sûre d'elle. Enfin, trop sûre d'elle, trop... C'est la Adèle Exarchopoulos, wesh. Et donc du coup, ça ne fonctionne pas parce qu'il n'y a pas ce sentiment de vulnérabilité qui peut y avoir dans la Salia du roman. Et pareil, Zem, c'est un mec qui est traumatisé par son passé, et là, son passé, on en parle zéro, quoi. Dans le roman, c'est un mec qui est traumatisé par son passé, parce qu'il y a tout un sous-texte politique par rapport à la Grèce qui est absolument pas développé dans le film. Là, c'est juste, en plus... l'endroit n'est pas cité, la Maniapole n'est pas citée, n'est pas géographiquement située. Là, on te situe texto, stricto sensu, c'est à Paris. T'as pas le choix, parce que le cinéma français est un cinéma parisien qui sait pas se défaire de la capitale. De la capitale, voilà. Et c'est là d'où l'un des gros défauts du film, c'est de constamment vouloir avoir un propos politique au point de créer un personnage qui dans mon souvenir n'existe pas dans le roman, celui du ministre de l'Intérieur interprété par Romain Duris. Tu sais qu'en fait je te coupe, mais en fait à chaque fois que je regardais le film je voyais pas la cohérence, c'est-à-dire qu'on a un ministère de l'Intérieur mais il n'y a pas de président, il n'y a pas de gouvernement, pareil il y a des checkpoints dans tout Paris, mais c'est comment dans le reste de la France? En plus quand ils sont à la campagne ça a l'air d'être tranquille la vie à la campagne. Et voilà. Pourquoi à la campagne ils ont des lits d'hôpitaux et du matériel? Il y a tellement, littéralement, la scène de fin, t'as une grange avec des moutons et t'as du matériel médical. Et tout ça, en fait, ça enlève, et justement, ça crée des problèmes là où il n'y en avait pas dans le roman. Il n'y a pas d'au-delà à la Maniapole, alors que là, zone 1, c'est l'île Saint-Martin, zone 2, on va dire, c'est les beaux quartiers, et zone 3, c'est le 19e et le 20e, quoi. Enfin, vraiment, c'est ça, quoi, pour les zones, quoi. Moi, je pense que Gymnase, il s'en fout du bouquin. Je pense que Gymnase, il a juste vu une opportunité de faire une dystopie à la française, sauf que finalement, il suffit d'avoir lu une nouvelle de Kedic ou d'avoir vu Minority Report pour voir que effectivement c'est une fraude, parce que finalement, en matière de dystopie, est-ce qu'on a fait... c'est le niveau zéro de la dystopie, et en plus, narrativement parlant, ça va exactement là où ce serait évident que ça aille. Ah oui. Genre vraiment, tu prends tous les clichés, vraiment, genre, 1984, ça a été écrit en 48, quoi. Et là, j'ai l'impression que, on y est encore. Et... tu vois, faire des trucs du style le ministère de l'Intérieur, les drones, la surveillance, l'IA, toutes ces choses-là, mais qui sont... C'était vraiment le même scénar que le dernier Mission Impossible, genre avec l'IA qui prend le contrôle de tout. Mais t'as pas d'explication, c'est juste, il y a une IA, du coup elle est méchante, du coup elle contrôle tout. C'est d'un convenu, c'est deux policiers que tout oppose, qui se retrouvent sur une enquête qui ne semble avoir rien à voir avec l'originel, mais qui va finalement reconnecter à tout ceci et tout cela pour qu'au final... Enfin, tu vois mais les dialogues venir. aussi, pareil, les dialogues sont pas inspirés, sont convenus. Mais puis tu prends la scène de début, la mini-enquête où Exarchopoulos et Lelouch se retrouvent ensemble. Il y a même pas d'enquête en fait, c'est juste une grosse scène d'action et c'est tout. Et ensuite, il y a Louis Garrel qui les retrouve. Et voilà. Rien n'est dirigé, enfin tout est en autopilote. C'est pour ça que je me demande pourquoi avoir voulu faire une adaptation de ce roman si c'est pour s'en éloigner autant. Je pense que Jiménez il veut juste faire des grosses scènes d'action parce que c'est ce qu'il a très bien réussi à faire dans Bac Nord. Mais j'ai envie de te dire, c'était difficile de rater ça, tu vois. Genre il y avait un truc à faire dans le film, oui il le rate pas, les scènes d'action elles fonctionnent, mais c'est tellement noyé dans un vase de stéréotypes, de clichés et de scénarios déjà vus et revus que même les scènes d'action, ok, sont peut-être bien, mais tu t'en fous un peu. C'est peut-être parce que j'étais un peu fatigué ce soir-là, mais moi j'ai trouvé ça vulgaire, grossier. Voilà quoi, je trouve ça vraiment fatigant d'avoir... La scène de fin, je vais pas la spoiler, voilà, mais la scène de fin, j'avais envie de rigoler. C'est cliché as fuck. Parce que la manière dont c'est mis en scène, vraiment, j'en dis pas plus, mais disons qu'il y a une opposition entre deux personnages qui est mise en place, où on filme d'un côté un autre personnage, un autre, on se rend compte qu'ils sont au même endroit, où on te met une énorme tension dramatique. Moi, j'ai eu envie de rigoler. Non, et puis, moi, une des pires scènes du film, c'est la scène d'interrogatoire où Artus et un autre policier sont en train d'interroger deux gars. Tu sais pas pourquoi ils sont en train d'être interrogés. Et t'as Gilles Lelouch qui regarde au coin de la salle, là. Les policiers arrêtent pas de claquer les suspects et de les taper contre la table. Et c'est brutal, c'est grossier. Et genre, on veut te filmer Gilles Lelouch d'un air circonspect en mode... Oui, en mode il a un flashback, il se rappelle quand lui il se faisait tabasser plus petit, mais en fait tu vois c'est ça, c'est-à-dire qu'il pourrait avoir des choses politiques, sociales, il y aurait du contenu pour dire des choses, mais ça se limite tellement à des séquences stéréotypées, déjà vues et sans aucune profondeur, donc t'en tires rien.
Non, et puis la scène du chien, pareil, j'ai pas compris. Bah parce que il s'est dit il y a chien dans le titre, voilà, il a pas compris ce que ça voulait dire en fait, être un chien dans le roman. Non, voilà, du coup l'adaptation vraiment et c'est ça le pire, c'est que tu disais les dialogues, mais il y a des dialogues qui sont repris tels quels. Il y a des dialogues à certains moments qui sont repris tels quels. J'ai eu des réminiscences parce que je me suis dit attends, ça je l'ai déjà lu. Le ni oui ni non. Non, ça y est pas, mais Ouais, le parce que- coup du sucre dans le café, enfin le café, le sucre et tout, ça y est, c'est un dialogue qu'il y a dans le roman, ça. Mais du coup, t'as des réminiscences de ça. Le truc du lait. Les trucs des bouteilles de lait, c'est dans le roman, ouais. Ça, c'est la seule truc qu'il a retenu du roman, c'est que Gilles Lelouch, il galère à enlever son abonnement pour recevoir des bouteilles de lait. Ah non, c'est... On dirait Ubik, mais du mauvais Ubik. Qu'est-ce que tu veux que je te dise et franchement, il porte des thèmes qui n'étaient pas dans le roman, et en plus, il les traite mal, quoi. Donc, tout ce qui est, voilà, on l'a dit juste avant, mais enfin, c'est tellement maltraité. Ce qui m'a donné envie de voir, et du coup, là, je vais un peu dévier, et ce qui m'a donné envie de voir, et de découvrir le film Drone, que je n'avais jamais vu, et que j'avais envie de voir, et ça a popé dans mon esprit, puisque l'histoire, quand même, de Chien 51 repose sur des drones. Et bah, ce film est vachement plus ambitieux, alors qu'il y a littéralement 10 fois moins de budget. C'est sorti l'année dernière, c'est un premier film avec de l'ambition de ce jeune réalisateur. Et voilà, en tout cas, c'est pour ça que, certes, pareil, dans ce film-là, Drone, il y a des écueils, il y a des trucs clichés, etc. Mais je le pardonne plus à ce mec qui commence sa carrière, à Cédric Jiménez, qui se veut comme le porte-étendard d'un cinéma français à ambition blockbusteresque, à qui on donne des milliers et des cents de budget, et qui arrive pas à faire un film correct, quoi. C'était combien, 50 millions le budget? Alors attends, Tu le diras après, on le dira après, mais Ok. ouais. Mais Drone, voilà, je vous le conseille. Alors certes, c'est pas non plus, c'est pas du grand cinéma comme je l'ai dit, mais ça a plus d'ambition. En tout cas, même en termes d'utilisation de drones et de la façon dont les drones peuvent être utilisés, ça a plus d'ambition, et même dans la mise en scène par rapport à ça, que Chien 51. C'est un truc que je dirais sur Chien 51, mais c'est un élément que je comprends pas. Mais j'ai pas vu le film dans ces conditions, c'est que le film a quand même été réalisé en IMAX. Ah bon? Oui. Oui, il y a des séances en IMAX pour ce film. Non mais vraiment, Cédric Jiménez, il a utilisé des caméras IMAX parce que je crois pas. Hein. Bah, en tout cas, sur les affiches que je voyais dans le bus quand je conduisais derrière, il y avait écrit IMAX. Alors peut-être qu'il a été proposé à ce format-là en étant étiré ou je ne sais quoi. À Mais, part si- une ou deux scènes que je m'imagine un peu en IMAX, le reste, c'est quand même assez plat Mais, aussi. Donc, mais ouais, mais si Jiménez a utilisé des caméras IMAX pour ça, il a fait augmenter le budget du film pour rien. Ah non, les caméras, aucune IMAX utilisée, c'est juste en post-prod, ils ont dû faire ça en sorte que ça puisse être diffusé en cinéma IMAX. Hein. Moi, si je pouvais, pareil, pour finir, juste conseiller un film dans les mêmes thématiques qui est meilleur, Mars Express. Ah Vraiment, oui. on voit juste Mars Express, c'est le même concept sur la peur de la technologie, mais t'as un duo de flics qui, cette fois, fonctionne très bien. Puis pareil, c'est un film d'animation et c'est un film français. Et le film se tient largement mieux en termes d'enquête, en termes de suspense. Et c'est vraiment le même principe un peu de jeu de pouvoir en bien mieux. Ah ouais, non, je me souviens, on en avait parlé. Bah, à mon tour de conseiller un film de science-fiction. Et français, essaye français. Ah non, je voulais parler Parce que- d'Avatar 2. Ah merde. Parce que nous, on a fait l'effort de faire un film, d'essayer de proposer des films qui sont cinéma français et qui ont une ambition bien meilleure que 651 dans le même veine. Non, je suis d'accord. Tu sais quoi, j'ai regardé genre film de science-fiction français. Bah, il y avait La Bête, mais je l'ai pas vu. Non, mais c'est intéressant parce que la science-fiction française, ça a quand même un bagage, quoi. Et qu'est-ce qui est vraiment resté finalement? La soupe aux choux. Il y avait Je t'aime d'Alain Resnais qui était intéressant, mais c'était plus un exercice de style Après, de t'aurais montage. le Chris Marker, Oui, La Jetée. la jetée qui a inspiré l'Armée des 12 singes, quand même. Le film d'animation La Planète Sauvage. Enfin, quand même, on est un des pionniers. Enfin, la France pionnier du film de science-fiction, hein. Méliès, Le Voyage dans la Lune. François Truffaut, il a fait Fahrenheit 451. À quel moment on a chuté? Non, il y a des bons trucs encore quand même, mais c'est pas assez. Ce qui est dommage, soutenu. c'est que ça se vendait un peu comme le Monte Cristo de 2025. Voilà, c'est ça. Et qu'on est à des années-lumière de ce qu'avait pu faire Monte Cristo. D'où je pense que franchement les autres studios, alors certes c'est chiant qu'il y ait un monopole, mais laissez Pathé faire ses ambitions blockbusterielles dans son côté parce que je pense qu'ils font mieux. Hein. Parce Est-ce que c'était qui là qui a financé là c'est distribué par Studio Canal, donc je pense qu'il y a pas mal d'argent de Canal Plus et
et de toutes de Canal+, je pense, majoritairement. Alors que Pathé, certes, je suis désolé, on a beau critiquer les trois mousquetaires de Bourboulon, il y avait plus d'ambition et c'était mieux que Chien 51. Et beaucoup de défauts, mais ça se tenait mieux. Voilà, et bien sûr, Monte Cristo. loin, très loin derrière Monte Cristo. Donc laisser l'ambition blockbusterielle française à Pathé, je pense que ça ira mieux. Soit. Alors, tu m'as dit combien de budget ? Ouais. 50 millions, j'avais cru voir, non ? Non, un peu moins quand même. 40. Mais quand même 40 millions 240 000. C'est vraiment beaucoup trop pour ça. Surtout qu'en fait, en termes de décor et de production design, je vois pas. Enfin, même en général, je vois juste pas. des écrans Oui. et des drones. Ils ont filmé le pont à côté de la BNF. C'est Tu ça. vois la BNF et ils ont juste rajouté un écran de publicité. La scène où ils vont voir le truc d'Escort Girl, c'est un appartement haussmannien. Où Mais est oui. l'argent ? Où est Rends l'argent. Rends l'argent, Gymnase, la fraude. Bah non, mais c'est le cachet des acteurs, j'imagine. Mais à un moment ouais. donné, il faut. Non, c'est les FX qui ont coûté cher. Non, mais je sais même pas. Non, mais. J'allais dire, c'est le caméo de Bangalter qui a coûté cher aussi, mais. Qui ça ? Thomas Bangalter. Ok. Qui joue du coup Kessel. Ah, ok. Voilà. Ouais, on voit jamais vraiment son visage en plus. Ah ouais. Je sais pas. Bon, je sais pas où est passé l'argent en tout cas. Et c'est quoi les chiffres en attendant du film ? En attendant, donc, alors pour la première semaine en France, il a fait 425 088 entrées, donc c'était le premier des nouvelles sorties de la semaine, pour ce qui fait aux alentours de 2 700 000 $ de recettes, rien qu'en France, hein, parce que du coup il n'est sorti qu'en France pour l'instant. Donc il ne s'est même pas remboursé à hauteur de 10% à la fin de la première semaine d'exploitation. Merci la compensation financière du CNC. Parce que là, franchement, perte sèche, à moins que Canal+ ait déjà trouvé un moyen d'éponger les pertes. De toute façon, je crois que ce soit au niveau public ou au niveau critique, j'ai pas vu de bon avis du tout sur le film. Il y en a qui trouvent le film divertissant. Ah bon ? Ouais. Ça fait 20 minutes qu'on passe dessus, en tout cas. Bah ouais, mais bon, tu sais, la haine, on a envie d'en dire beaucoup. Ouais, et puis c'est pas le film suivant qui va nous faire continuer, enfin qui va nous ramener vers un bon mood. Ça m'embête de faire un épisode aussi. Surtout que c'est l'épisode cinéma français, on a envie de dire ouais, Moi, on j'ai fait des bons cinémas. Moi, j'ai des bons films en cinéma français. C'est vrai. Alors que nous, on a Kaamelott deuxième volet, première partie. Du coup, il y aura une deuxième partie du deuxième volet. Il y aura deuxième volet partie 2 l'année prochaine. Bon, bah, en vrai, j'ai même pas écrit de trucs. Hein, c'est juste, c'est Kaamelott le retour. C'est un film que j'attendais Le même re-retour. plus. J'attendais même plus, moi. Voilà, Kaamelott. Passons directement au sujet principal de cette première réunion, les quêtes. Attendez, c'est pas Arthur Pendragon qui préside? Ceux qui pigent rien à rien, ça dégage. Bon sang. Oh là. Tout doux les foufous. Les dieux sont en colère contre Arthur. Après la destruction de Kaamelott, son refus obstiné de tuer Lancelot précipite le royaume de l'ogre à sa perte. Il réunit ses chevaliers novices téméraires et vétérans désabusés autour de la nouvelle table ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du monde, des marais orcaniens aux terres glacées du dragon au palais-sang. Ça vend du rêve? Mais non, en fait, y a rien de tout ça dans Kaamelott. Je vais dire Kaamelott deuxième volet. Kaamelott 2. Kaamelott 2, voilà, on va pas s'embêter. Donc, comme ça a souvent été dit dans les critiques que j'ai vues et lues, ça a toujours les mêmes qualités, mais alors les défauts sont amplifiés, mais de manière significative et proportionnelle. Et c'est quoi les qualités? Parce qu'il a pas l'air d'en avoir beaucoup. Je trouve qu'il y a une certaine production design, bien qu'Alexandre Astier c'est pas forcément la mettre en valeur, il y a une certaine production design qui a noté, notamment la photographie qui, comme dans le premier volet, je trouve que ça va. C'est pas tant la photographie que l'étalonnage qui est super extrapolé et qu'il a des costumes très sympas. Donc, Voilà. Mais finalement, tu parles de production value, à l'exception de la pièce de la nouvelle table ronde qui est même pas filmée. La vraie production value, c'est le fait qu'il est allé filmer dans plein En de Islande, pays. ouais. Voilà, il a fait voyager ses équipes de tournage. Hein. Ouais, mais ça apporte un peu de cachet, un tout petit peu. Ça apporte un petit peu de cachet, ça reste 4 pecnos perdus au milieu des glaciers C'est ça. qui font du Kaamelott. Voilà. Et donc, voilà, je vais reprendre encore une fois ce que j'ai dit sur Letterboxd. Le film est à l'image d'Alexandre Astier et donc d'Arthur dans ce film, apathique. Voilà. Bah, à mon tour hein, de sortir ma critique Letterboxd. Ok, en gros, Kaamelott 2, il y a l'air d'avoir plein de trucs cool là-dedans, mais il y a aussi beaucoup de trucs chiants qui rendent le film très lourd, ça dure 2h20.
En fait, t'as l'impression de voir un récit que t'as envie de suivre, mais qui veut jamais démarrer, et du coup, là est mon allégorie, on dirait une patate douce qu'on n'aurait pas passé au robinet avant de la manger. Et du coup, il y a plein de terre, il y a plein de merde autour. La patate douce, faut surtout la cuire, quoi. C'est pas faux aussi. Mais voilà, garde en tête que t'es en train de manger une patate douce et que t'as plein de sable poreux dans ta bouche. Bah voilà, Kaamelott 2, c'est ça. C'est un récit qui a l'air un petit peu intéressant, mais t'as beaucoup trop de scènes autour qui font que c'est lourd. C'est tellement lourd. Est-ce que c'est drôle? Enfin, de toute façon, j'ai cru comprendre que l'objectif là des films, c'était d'avoir un côté beaucoup plus sombre par Non. rapport à la série. Non, même pas. Mais du coup, c'est quand même drôle, comme pouvait l'être la série. Il y a quelques répliques qui font mouche et encore heureux. Ouais, j'ai fait hihi 2-3 fois, mais c'est rien en comparaison à la série. C'est ça, en comparé à la série, même au premier film, je trouve qu'il y avait un peu plus de moments, et encore, j'ai pas trop de souvenirs du premier film, je t'avoue, mais Kaamelott 2, là, la salle était quand même assez plate devant le film, il faut le dire. Elle était déjà loin d'être remplie, mais le peu de remplissage qu'il y avait, il n'y a pas eu de gros moments où tout le monde s'est mis à rire, quoi. Après, est-ce que c'était pas... Parce que je veux dire, Kaamelott, c'est quand même une série qui date des années 2000. Il me semble que c'est quoi, 2004-2005 2005. Ouais. On est 20 ans plus tard, quand même. Est-ce que ça a un sens de vouloir donner une suite? Oh oui, parce que la série a toujours tendu à ce que ça aille plus loin. Mais le souci, c'est que... Est-ce que ça s'adapte, en fait, à notre époque? Mais ça pourrait grave, c'est ça qui est frustrant avec Kaamelott, c'est que ça pourrait grave être quelque chose... Enfin, je veux dire, la saison 5 tendait vers l'épique. Oui. Et elle y arrivait à son échelle de série télévisée. Alors que là, on est sur un film avec des super caméras et c'est nul. Et le gros souci, c'est que le personnage d'Arthur, il est comme Alexandre Astier, c'est-à-dire qu'il veut pas avancer. Mais pourtant, enfin, je veux dire, en termes de cinéma, même si Astier, de base, il a fait de la série, il avait quand même fait des Astérix. Ouais. Alors certes, c'est de l'animation, et j'avais souvenir que ces Astérix avaient plutôt bien marché. Mais il le faisait avec quelqu'un d'autre. Ouais. Ils étaient deux. Et là, le fait d'être tout seul, tu penses qu'il sait pas où aller? Alexandre Astier a trop confiance en lui, c'est ça le problème. Je pense que c'est comme George Lucas avec Star Wars épisode 1. Personne pour lui dire ah non mec faut... Surtout que Astier c'est un obsessionnel dans le sens où il veut faire la musique, il veut faire la mise en scène, il veut jouer, il veut diriger ses acteurs, il veut écrire ses dialogues. Oui, il veut un gros contrôle sur son œuvre. Ouais, c'est ça, c'est réalisé, écrit, monté. La musique est faite par lui, il le produit. Enfin, là le truc c'est que tu commences le deuxième film, déjà ils prennent 1 heure tous à partir à l'aventure, et surtout genre Arthur ne fait rien, et tu te dis mais attends, il y a eu tout un développement à partir du volume 5, enfin du livre 5, à partir du film, où il revient, où il reprend le contrôle, et tu te dis mais à un moment bouge tes fesses, en fait là, le film s'ouvre, Arthur replante l'épée, bouge ton cul, fais avancer ton récit. Et dans le livre 5 ça a beaucoup plus d'impact que là en fait. Bah oui, parce que c'est la première fois que ça arrive, là ça fait 20 ans qu'on attend qu'Arthur bouge ses fesses. Et c'est quoi la dernière phrase du livre 6 ? Un jour, Arthur redeviendra un roi ou un truc dans le genre. On attend toujours. Hein. Mais je suis désolé, il y a un gros souci aussi au niveau, ce qui était déjà dans le premier film et qui là l'est encore plus, c'est la dilution de la fonction sujet. En fait, c'est qu'il n'a tellement rien à dire et à montrer parce que son personnage, il sait pas quoi en faire. Le personnage d'Arthur, il sait pas quoi en faire. Du coup, il dissout ses sous-intrigues au travers de personnages secondaires voire tertiaires, mais il y en a tellement déjà, tu mets 3 plombes à te souvenir de qui est qui, et c'est surtout que tu les mets côte à côte, les scènes de chaque groupe qui part à l'aventure. D'ailleurs, il veut se prendre pour Peter Jackson, je suis désolé, t'es loin de ça Alexandre. C'est juste que tu mets toutes les scènes du coup de chaque groupe les unes après les autres, ça fait 10 minutes max, chaque groupe a 10 minutes max je pense. Mais bon, vu qu'il faut que le film dure, il dure quand même 2h20 et tu les sens assez, en fait il te change constamment de groupe et donc du coup t'as l'impression que chaque intrigue avance petit à petit, mais en fait c'est un artifice de montage parce qu'en fait il a rien à faire de ses personnages en fait. Mais du coup là je vais sortir une citation que Astier a fait en interview pour Première, et pour moi c'est un peu symptomatique du truc, je cite: pour moi, il s'agit vraiment d'un triptyque, un peu comme ces icônes en 3 volets. Il y a 3 étapes distinctes dans cette histoire. Le retour du roi, le départ en quête et le Graal. Après la durée de chaque volet, je m'en fous un peu. Le deuxième volet, c'est l'histoire de gens qui partent à l'aventure depuis la table ronde pour prouver leur valeur. Chacun à leur manière. C'est très dense, très touffu, et je savais que j'aurais la matière pour de long. Et moi, je vois toujours pas se dessiner son échiquier. C'est-à-dire que ça n'avance tellement pas. Et surtout, moi je partais du principe que le premier était déjà
une mise en place de son jeu d'échecs et de son développement narratif. Or, là, on a eu un premier film de développement narratif pour avoir un deuxième film de développement narratif, pour commencer à nous dire à la fin du deuxième film... Il va se passer quelque chose. T'inquiète, ça commence... Attends, là, on en est déjà à 4h30 du film. Hein. J'ai l'impression que c'est tellement explosé en termes de rythme que ça aurait peut-être mieux valu d'en refaire une série, non? Bah, peut-être. Parce que vu quand tu m'expliques que tu suis un personnage, plus un autre pour un film... Bah, ça fait scénette, hein. Ça fait scénette de série, et en Voilà. plus, je suis désolé, hein, mais il a pas saisi la dimension cinématographique le potentiel cinématographique de Kaamelott. On te parle de dragon, pour qu'on te dise, bah non, le dragon, il est pas là. Tu vois, enfin, il a aucun sens de la grandeur cinématographique. Je suis désolé. T'as des scènes qui se passent dans les souterrains. Il y a une séquence qui est sympa, c'est celle avec Clovis Cornillac et Guillaume Gallienne, quand ils se font emprisonner par... Oui. Quand ils vont à... Mince, j'ai oublié. À Lot. Ils vont là, dans le royaume de Lot. Oui, je sais plus comment ça s'appelle, mais oui, Mais là où potentiellement Lot peut être, oui. Il y a une séquence d'évasion qui est somme toute assez fun, bien rythmée, qui se tient en elle-même, indépendamment du reste du film. Et finalement, t'as envie de dire, oui, c'est plein de choses indépendantes d'un grand tout, mais finalement, genre, peu de ces éléments distincts n'ont d'intérêt. Moi, les 4 paysans qui partent à la chasse au dragon... C'est pas des paysans, hein, c'est des nouveaux membres de la table ronde. C'est de la nouvelle table ronde. Ouais, mais c'est les enfants des paysans, là. Ouais, voilà, à peu près. Donc voilà, moi, ça me gonfle. Et j'aurais une dernière comparaison, peut-être, parce qu'en fait, je me suis dit, mais quel autre film s'est construit de cette manière? Across the Spider-Verse? Oui, le deuxième volet en deux parties, oui. Pourtant, Spider-Man Across the Spider-Verse, tout le monde a dit que c'était incroyable. Nanani, Ah oui, c'est toujours incroyable. C'est pas faux. Déjà, la mise en scène pour Across the Spider-Verse. Alors oui, et il se passe beaucoup de choses. Il se passe des choses, et t'as un travail de mise en scène énorme. Et tu finis sur un climax qui est quand même assez costaud. Là, un cliffhanger qui te donne envie de voir la suite. Voilà, là, le cliffhanger de ce film... je vous dis, j'ai la flemme d'aller voir le 3, quoi. Putain, bah, j'espère que le troisième volet il sera pas en 2 parties non plus, parce que là, ouh. Donc voilà. Ouais. Top le cinéma français, hein. Du coup, combien pour ce film, selon vous, de budget? Chien 51, c'était combien? 40 millions. 38? Je sais pas, 30? Et bah seulement 19 690 000. Seulement. C'est quand même énorme, mais comparé, je crois que c'est quasiment un peu moins de 5 millions de plus que le premier volet, qui avait eu, je crois, 14-15 millions de budget. Donc là on est encore à moins de 20 millions de budget. Alors oui, j'ai vu une source qui disait 39 millions de budget, mais je pense que c'est l'entièreté, c'est l'enveloppe pour les 2 parties du deuxième volet, je pense. Donc là, non, on est à peu près aux alentours des 20 millions pour ce film seul. Et donc pour le premier jour en France, qui était donc celui du 22 octobre 2025, il a fait 162 792 entrées, c'était le premier des sorties du jour. Et je tiens à dire que le compte officiel de Kaamelott a fait une publication en mode waouh, c'est énorme, et même Alexandre Astier était en mode waouh, c'est énorme. Je tiens à préciser, ce n'est que le 9e démarrage de l'année en termes de premier jour. Faut se calmer. Salé. Un peu. Oh, j'avais noté Marcel et Monsieur Pagnol, mais en vrai, j'ai un peu envie d'entendre du bien, des bonnes vibes. Ça va être des bonnes vibes. En fait, on a trop parlé, Jérém. Julien, tu choisis, t'as envie de parler quoi en premier, Météore ou 2 pianos? 2 pianos, mais je peux les enchaîner, donc. Mais je vais commencer par 2 pianos. Vas-y, 2 pianos de Arnaud Desplechin, dernier film d'Arnaud Desplechin. C'est du pur mélodrame. Hein. Et moi, je trouve que ça fonctionne très bien. Ça nous raconte l'histoire de Mathias, qui est incarné par François Civil, qui revient à Lyon pour jouer du piano. Et il va rencontrer le personnage qui est joué par Nadia Tereskiewicz. Tereskiewicz, je sais plus comment on dit. Nadia Tereskiewicz. Et à partir de là, ça va se créer un récit qui a déjà été vu, hein, c'est-à-dire que le personnage est tiraillé entre son art, le piano, un amour impossible de jeunesse, un aller-retour sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui est maintenant. Mais je trouve que ça fonctionne très bien parce que François Civil est capable d'une très grande partition de jeu. C'est-à-dire on parlait de Bac Nord précédemment, mais il est capable de jouer dans des films très costauds comme Bac Nord, des films comme, pareil, beaucoup plus dans le thriller. Chant du Loup. Oui, comme Le Chant du Loup. Et là, il est capable vraiment de jouer dans un film qui se veut un film d'auteur. Et avec beaucoup de sensibilité et encore une fois ça fonctionne très bien. Après oui, c'est du Desplechin, donc il y a un côté très littéraire dans les dialogues. Ça peut vraiment rebuter certains, c'est-à-dire que tu as vraiment des phrases, ça pourrait être tiré d'un roman, c'est pas du tout naturel, mais je trouve que ça ne casse pas le rythme du film et ça le sublime. Puis j'aime beaucoup en fait ce que te dit le film, c'est-à-dire qu'à travers son nom de piano,
Pourquoi 2 pianos ? Parce que quand en fait il va jouer à Lyon, en fait il retrouve son ancien mentor qui elle-même joue du piano. En fait les deux jouent en face à face sur la scène, donc tu as les 2 pianos, mais les 2 pianos en fait c'est les 2 destins qui sont offerts à Mathias, c'est-à-dire soit poursuivre dans le piano pour devenir un musicien excellent quitte à sacrifier toute vie autour de lui, ou le piano de l'amour et de construire une vie de famille. Et c'est ça qui va s'opposer dans le film. T'avais vu 2 mois de Clapiche ? Non, 2 mois si, 2 mois je l'avais vu. Et pareil avec François Civil, mais pareil de la comédie dramatique romantique, mais je trouve que François Civil est toujours très étonnant. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est surtout que Desplechin t'instille une petite dose de fantastique, alors qu'il va totalement désamorcer après, mais il y a vraiment du fantastique, mais au sens pur et dur. C'est-à-dire qu'il y a un événement dans le film qui au début ne s'explique pas, et que c'est traité d'une manière, tu ne sais pas si c'est vrai ou si c'est pas vrai. C'est-à-dire que Mathias voit un enfant qui lui ressemble, comme lui il était enfant, et tu ne sais pas si l'enfant existe, est-ce que c'est une vision, qu'est-ce que c'est. Le film désamorce tout ça plus tard, mais au moment où il le fait, c'est très surprenant et ça marche très bien. D'accord. Voilà. Bah, tu m'aurais presque donné envie. Écoute. Alors que le film, vraiment, quand je voyais le trailer, il y a un plan de François Civil qui se retourne avec des pigeons qui s'envolent. Je suis en mode, oh, et non. pourtant, t'as des séquences comme ça, je trouve que c'est bien. C'est François Civil bourré dans les rues de Lyon, François Civil qui fume sa cigarette au balcon, il n'y a rien derrière. Ça fait très bourgeois, très littéraire, très la musique. Mais faut savoir que François Civil, tous les morceaux de piano sont joués par François Civil. Attends, ça se passe à Lyon ? Ça se passe à Lyon. Tu veux me dire que le cinéma français peut aller ailleurs qu'à Paris ? Et oui. Beau gosse. Voilà. Moi, je dis étonnamment parce que les retours sont très mauvais sur le film, mais ça ne veut rien dire. Et moi, j'ai bien aimé. Ok. Et ensuite, deuxième film, Météore, d'Hubert Charuel et Claude Lepape, à qui on devait Petit Paysan avec Swan Arlo, qui avait été césarisé, il me semble. Oui. Voilà, et c'est marrant parce que du coup, on parlait du cinéma hors de Paris, mais pareil, là, on va quitter encore Paris pour la Diagonale du Vide. Et on est un peu dans ce cinéma qu'on nous montre beaucoup ces derniers temps, comme je pense à Chien de la Casse par exemple, vraiment ce cinéma, ou même 20 Dieux, on pourrait dire un cinéma des territoires. Miséricorde, ouais, des trucs comme oui, ça. ou même Miséricorde, qui te montre que oui, la France ne se limite pas à Paris. Et donc, film où on va retrouver notre ami Paul Kircher. Voilà. Ah, oui. Voilà. Oh, t'as l'air heureux, toi. J'aime pas sa gueule. Et non, et en fait, c'est assez surprenant comme film parce que, alors moi, j'y suis allé. La seule chose que je connaissais, c'était son affiche que je trouvais assez jolie, et j'avais vu que ça a été présenté dans la section Un certain regard cette année. Et c'est assez surprenant parce que le film s'ouvre, donc on va retrouver Mika, Daniel et Tony qui sont en train de jouer au bowling. Donc ambiance plutôt comique, c'est la fête. Mika nous parle de son article sur une carpe qui a disparu dans le torrent juste à côté. Ensuite ils prennent la caisse à fond en ayant bien fumé, bien picolé, et ils ont la bonne idée de voler un chat parce que c'est un Maine Coon et parce que c'est des galériens et qu'un Maine Coon ça rapporte de l'argent. Et c'est traité plutôt de manière humoristique. Ensuite, on est vraiment là dans les 10 premières minutes, s'ensuit un procès, parce qu'ils se sont fait choper. Et tu vois que quand ils comprennent qu'ils peuvent aller en prison, ils rigolent moins. Mais c'est toujours traité de manière comique. Et d'un coup d'un seul, donc un des 2 amis, Daniel, fait un malaise. Et en fait, on apprend qu'il a une cirrhose, parce qu'il est alcoolique. Et en fait, là, le film change totalement de registre. On n'est pas dans quelque chose du tout de comique. Ça nous parle de 2 mecs qui sont entre 25 et 30 ans, qui sont dans la Diagonale du Vide en France et qui savent pas vraiment quoi faire de leur avenir. Et en même temps... les seules activités qu'ils ont, c'est ce que c'est ça, c'est picoler, fumer, t'as le bowling qui est pas loin, parce que ça te montre une France périphérique qui a pas grand chose en fait. C'est pas un foyer culturel comme peut l'être Paris, et du coup c'est, il y a un des potes qui a un problème avec l'alcool, comment on va soigner ça ? On a un procès, donc il nous faut trouver de l'argent en fait, parce qu'il faut payer les avocats, parce qu'on risque la prison. Du coup Mika a perdu son permis, sauf que quand t'es dans une France périphérique où t'as un bus toutes les 2 heures, sans voiture, tu fais pas grand-chose. Donc, faut arrêter l'alcool, faut arrêter de fumer, faut trouver un nouveau travail, parce qu'il travaille qu'à mi-temps au Burger King. Et ce travail-là, en fait, ça va être dans une poubelle nucléaire. C'est-à-dire les endroits où on jette les déchets nucléaires. Et ça ouvre encore une autre facette du film, c'est un peu la question de qu'est-ce qu'on fait des déchets nucléaires et qu'est-ce qu'on fait de ces territoires, en fait, loin des zones urbaines. C'est là où on met les déchets nucléaires. Donc, en fait, le film ouvre énormément de pistes, alors que c'est un film qui s'ouvrait de manière très comique. Et rien que pour ça, je trouve que le film est très très intéressant. Tu le vois bien. Ouais, et c'est très surprenant la direction que prend le film. Alors après, la partition de Paul Kircher, elle est entre deux. C'est exactement ce qu'on avait pu voir un peu dans, que ce soit dans Le Règne animal ou je sais plus, donc je l'avais vu dans Nos enfants après eux. Nos enfants après eux, c'est-à-dire que ça peut être très intense, comme des fois, t'as l'impression qu'il cherche ce qu'il veut jouer.
Mais il y a quand même des moments de tension assez beaux, notamment de conflit entre les deux amis. Je pense que Daniel Medziani, c'est le personnage de Daniel du coup qui est joué par Idir Azougli, s'en sort beaucoup mieux sur ce personnage totalement déconnecté de la réalité, c'est-à-dire ce personnage qui fume, qui boit, qui est pas du tout intégré à la société. Et je le conseille, voilà, parce que c'est deux mecs qui ont un rêve, leur rêve c'est de se barrer à la Réunion, mais c'est un rêve qui paraît totalement inaccessible vu comment ils sont ancrés dans la société. Le film a des beaux moments photographiques, c'est-à-dire que des fois le personnage de Mika a des visions, a des cauchemars, et en fait c'est mis en scène et ça fonctionne très bien. C'est très beau visuellement à regarder. Voilà, il y a sans doute des écueils, ça pourrait peut-être être mieux joué, ça pourrait peut-être être mieux rythmé. La conclusion est peut-être un peu facile, mais je trouve que le film est très surprenant. Donc je conseille. Bon, tu me l'as bien vendu parce que en voyant la bande-annonce, j'avais pas forcément envie de le voir, mais là, pourquoi pas. Et moi, en voyant la tête de Paul Kircher, j'avais pas envie de le voir. Et pourquoi pas. Et ben c'est cool parce que là, tu nous parles de la diagonale du vide. Et ben allons encore plus au sud. Prenons un accent. Non, je vais pas y arriver. Là, t'as failli nous faire un accent anglais, mon gars. J'ai pas compris. Bref, allons à Marseille avec Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chomet, qui avait déjà fait les triplettes de Belleville. Et l'intro de Joker 2, grand moment de sa carrière, pardon. Ah ouais? C'est lui? Oui. Bah c'était vachement bien l'intro. Bah voilà. Dans les qualités de Joker 2, on en retenait son intro. Voilà. Et pourquoi on y allait? Parce que mon meilleur pote avait vu les triplettes de Belleville et il voulait absolument voir ça, alors que moi j'étais en mode m'en fous. Bah franchement, ça m'a donné envie de lire du Marcel Pagnol et de voir les films. Et de voir ses films, carrément. Carrément. Donc ouais, j'ai pas vu les triplettes de Belleville et c'est de l'animation à laquelle j'étais pas familière du coup, pas forcément familier, mais ça m'a quand même pas mal attiré l'œil. Je trouvais que les transitions qu'il opérait entre les séquences étaient vraiment ingénieuses, que le style d'animation me plaisait quand même globalement. Le seul truc que je pense sur lequel il s'est un peu foiré, c'est le casting vocal, parce que Laurent Lafitte avec un accent marseillais, ça passe pas. Hein. Non. On dirait moi qui essaye de faire un accent marseillais, ou n'importe quel Parisien qui essaye de faire un accent marseillais. Et encore, tu m'as vu essayer une demi-seconde, t'as vu l'échec. Ah oui. Non, moi je trouve ça très, très chouette, c'est très mélancolique. Je trouve que... alors je connais pas du tout Marcel Pagnol, en fait. Et pourtant le film, à la fin, a réussi à capter une forme de mélancolie, un regard sur soi-même et sur la vie qui nous traverse, qui était très beau. Et je me suis demandé, est-ce que ça touchait à ce que Pagnol a pu faire dans ses romans ou dans ses films, et du coup il faudrait que j'aille vérifier en lisant ce qu'il a fait. Mais je trouve que c'est un très joli portrait d'une vie, surtout dans une période vraiment charnière qui est la montée du cinéma / montée du nazisme, et tout en passant aussi par le théâtre, tous les questionnements sur l'artiste et sur à quel point le cinéma, quand c'est apparu, était extrêmement novateur sur vraiment comment tu pouvais mettre en scène un acteur, parce que c'est ça en fait. Pagnol de base avec son ami Rému, il le met en scène sur une pièce de théâtre, et à un moment le cinéma apparaît, il se dit mais comment je vais pouvoir filmer Rému d'une manière nouvelle, et voilà. Non, c'est un beau film introspectif en tout cas sur ce que tu... Même sur ton passé et ce que tu vas potentiellement léguer également, c'est franchement... Comment ton enfant... Parce qu'en gros, le film s'ouvre sur Marcel Pagnol qui doit écrire ses mémoires un peu en hâte, et lui, enfant, lui apparaît, et en fait, donc là commence tout le récit de la vie de Pagnol, et de temps à autre, t'as lui, enfant, qui va venir interagir avec des personnes, qui va presque disséminer des pistes, ouais. des voix sur celle de Pagnol au travers de sa vie. Et je trouve qu'il y a un côté cyclique qui est assez beau. Il y a sa mère qui est morte, qui apparaît, qui discute avec l'enfant. C'est d'une douceur. Voilà. C'est doux. Comme le chien des cigales. Comme le coton. Voilà, on aura tenté l'accent marseillais. Donc voilà. Ne tente pas. Pourtant, ça a l'air drôle. Et par contre, le dernier film français de cette liste, qui est de Yann Kounen. Attends, il est belge, Kounen, non? À vérifier. Non, il est pas belge. J'ai vérifié tout à l'heure. Il est pas belge. Il est pas belge, pardon. Il est pas belge. Oh non, pas maintenant. Pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. J'ai déjà fait beaucoup de choses avant. L'homme qui rétrécit. Toi, tu l'as vu? J'ai pas eu le temps. Alors, c'est un film sur lequel c'est compliqué de résumer ce que je pense du film en fait, parce que
j'ai passé un plutôt bon moment. Je trouve que en termes de divertissement pur, ça fonctionne très bien. Genre, je me suis pas forcément ennuyé devant le film. Je trouve que la production design, tout ce qui entoure le film et ce qui se passe dedans, je trouve que c'est très bien géré en termes de tout ce qui est macro, etc. Comme on avait pu dire, comme avait fait Marcel le coquillage. Là, poussé encore plus parce que je trouve qu'il y a il a atteint un point où tu te demandes à quelle petitesse il est, et donc du coup t'es un peu perdu par rapport à ça, mais je trouve ça divertissant, mais d'un autre côté je comprends pas le projet du film en fait. Je comprends pas ce que le film essaye de dire. Parce que pendant tout le film, t'as un monologue intérieur de Dujardin sur lui-même et sur oh mais la vie elle passe, etc. En fait tu te demandes, c'est jamais expliqué dans le film, mais je pense que c'est exprès, c'est fait exprès. De toute façon, j'ai pas lu le roman, j'ai pas vu le film de 51, je crois. J'ai pas lu ni vu ce qui était fait avant par rapport à ça. Donc c'est jamais expliqué de pourquoi il rétrécit. Et si jamais il veut dire que c'est ce que moi la fin m'a laissé faire croire, c'est que il a eu ça en fait, ce rétrécissement. C'est dû à tous les mauvais choix qu'il a fait et toute la mauvaise vie qu'il a menée. Mais je suis désolé, de tout ce que tu vois de sa vie, en fait, qu'est-ce qui fait de mal ? La barbe, ça lui va pas bien. Franchement, tout le début du film, ça te montre à quel point c'est un mari qui continue à faire son boulot, même si bon, il a un peu de mal, les affaires fonctionnent pas trop en ce moment, que c'est un bon mari, que c'est un bon père. Bah, tu fais quoi de mal en fait pour mériter ça ? C'est quoi ? Faut que tu te réaffirmes pour te réaffirmer en tant que homme et patriarche. Faut que tu redescendes, faut que tu rétrécisses au point d'être oublié par ta femme et ta fille. Enfin, en fait, je comprends pas le message du film. En fait, c'est juste ça. C'est divertissant. Les différents shows, genre les fourmis, l'araignée, le chat, que tu vois en énorme, t'as vraiment l'impression d'être petit. C'est super bien géré à ce niveau-là, en tout cas. Même toute la partie où il est encore grand mais qui commence à rétrécir, je trouve que Yann Kounen fait un super taf à ce niveau-là pour te montrer un espèce de malaise où tu sens qu'il y a quelque chose qui a changé, qui est très subtil mais qui a changé. Enfin voilà, vraiment il y a beaucoup de bonnes choses dans le film, mais c'est juste je ne comprends pas son message, je ne comprends pas même finalement son existence, parce que vu que le film porte un message qui est bancal, je sais même pas en fait quoi en tirer de ce film, à part un bon moment. Voilà. Est-ce que ça suffit pas ? Est-ce que le cinéma vaut plus que du divertissement ? Voilà. Idée de Joker, ça. On en a fait le tour des films français, et en vrai, ça m'embête parce qu'il y a un film français qu'on n'a pas eu le temps de voir non plus. Oui, et qu'il faut quand même qu'on mentionne, mais peut-être qu'on en parlera la prochaine fois en rattrapage vite fait, c'est Arco. Bah ouais. Mais ouais, on n'a pas eu le temps de le voir. J'entends que du bien, mais ouais, pas le temps. Fallait faire des choix. Ouais. Le choix était Kaamelott 2. Oh putain. Et donc, il y a un dernier film que toi seul, Jérémy, a vu, qui est américain, de Kristen Stewart. Et oui, le premier film en tant que réalisatrice, il me semble, si je dis pas de bêtises, de Kristen Stewart, donc The Chronology of Water. Qui est une adaptation. Je ne saurais plus dire de qui, je suis désolé, pourtant on passe son temps à dire son nom dans le film. Je n'ai pas lu les interviews, ni le dossier de presse, ni quoi que ce soit pour savoir les intentions qui ont amené Kristen Stewart à faire ce film. Mais je pense qu'il y a une référence que j'ai perçue directement, je sais pas si c'était une de ces références ou pas, mais moi en tout cas sur la première partie, le film m'a énormément fait penser à du Lars von Trier, et notamment à Nymphomaniac, parce que je suis un gros fan de ce film bien évidemment, mais je sais pas, il y avait une introspection, en termes d'introspection de personnages et de la manière dont c'est montré et c'est mis en scène, j'avais une grosse réminiscence de Nymphomaniac. C'est vraiment... via le montage, on passe par toutes les étapes de sa vie, ça s'entrecroise. En plus, je trouve que elle va même au-delà de tout ça en ajoutant une narration éclatée, un montage un peu éclaté qui fait que y a des moments qui se passent, après ça revient dans le passé, ça revient au présent, etc. Et je trouve que ça fonctionne extrêmement bien, en tout cas sur la première partie, parce que pour moi la première partie j'étais vraiment à fond, j'étais en mode waouh, c'est exceptionnel ce que je vois. Et après, je sais pas, la deuxième heure de film j'ai eu un peu plus de mal, bien que le film reste pour moi très bon. Il aurait maintenu cette qualité de rythme et de montage et d'interaction, et d'interaction cognitive que j'ai pu faire dans mon cerveau, en mode attends, ça se passe là, après ça se passe là et tout.
C'est dommage. Le film aurait été sur toute la durée comme ça, j'aurais kiffé mon moment et ça aurait été un des meilleurs films de l'année, mais ce n'est qu'une très belle mention honorable. Et donc, je peux te donner le nom de l'écrivaine qui a fait le bouquin, Lidia Yuknavitch. Voilà. Et bah en plus superbe performance de Imogen Poots, vraiment exceptionnelle, vraiment c'est une des meilleures performances de l'année que j'ai vu vraiment. Ah ouais, ça a été récompensé à Deauville, non? Oui, il me semble justement pour Imogen Poots. D'accord. Il me semble. Donc voilà. Franchement, je pense pas, enfin top 2 voire 3, enfin top 2 je pense des performances de l'année, vraiment ça va se battre au DCP Awards. C'est génial parce que là, on a passé 25 minutes à parler de films qu'on a détestés et après on a passé 25 minutes à parler de films qu'on a bien aimés. Ça rattrape. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre. Et ça va être l'heure de pas d'équilibre, mais de Joker. Alors on m'a pris un peu au dépourvu pour ce Joker parce que je l'ai su au dernier moment. Mais merci à Fred de me le céder bien gentiment. Mais de rien mon pote. Très belle imitation de Frédéric. Ah, c'est l'épisode des imitations. Mais peut-être qu'il va regretter. Ah, de pas être là? Non, de m'avoir donné le Joker parce que j'ai eu une idée qui a popé, ça va peut-être pas vous plaire. Ah. J'ai envie de vous faire voir un film là, qu'on se force à voir un film. Hein? Est-ce que vous voyez, parce que je sais que vous savez. Un film qu'on va tous voir, le même? Non. Donc t'es en train de prendre le Joker pour 2 émissions là. Un peu. Ouais, ok. Donc c'est pour ça que Fred, il a peut-être mieux fait de pas le faire. Mes chers Owen et Julien sont abonnés à des trucs, enfin des comptes où ils savent ce que je vois. Et dernièrement, j'ai eu la chance, enfin l'opportunité, de voir les Tuches. Non, non, non. 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 Putain, mec. Il aurait pu te demander de faire tous les qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, je préfère prendre les tuches, perso. Alors, attends, tu sais pas ce que je vais dire, tu ne sais pas. Non, mec, me fais pas remater les Tuches 3, s'il te plaît. Non, c'est pas ça mon intention. C'est pas ça mon intention. Donc il s'est avéré que par un hasard malencontreux, je savais pas quoi faire avant de dormir et je me suis dit tiens au pire je me mate les Tuches, au pire si je m'endors devant c'est pas très grave. Mais le film m'a eu à l'usure. Mais à un moment donné, j'ai quand même rigolé à certaines vannes, pour te dire. Mais le film m'a eu à l'usure, et je me suis pas endormi devant, et je l'ai vu au complet. Le pire dans tout ça, c'est que potentiellement, ça m'a quand même donné la curiosité un peu morbide de voir le 2. Oh bah, sans moi. Et de voir les suites. Sans moi. Alors, du coup, d'où mon idée de Joker. Est-ce qu'il n'y a pas un film où vous avez une curiosité un peu morbide, où vous vous dites « Ah, c'est potentiellement nul, mais... Ah ouais, où t'as envie d'aller creuser. Et t'as quand même envie d'aller creuser, d'aller le voir. Et j'ai envie qu'on parle enfin, que vous m'évoquiez ces films-là pour vous, et que potentiellement, et que on se les mate pour la prochaine fois, quoi. Parce que moi, du coup, là, ma curiosité morbide du moment, c'est les Tuches 2, quoi. Il faut que j'y réfléchisse, mais... Tu sais quoi, je vais regarder la liste des films les moins bien notés sur Sens Critique. Ah, mais faut que t'aies un certain attrait pour le truc, tu vois. Je sais, genre... Genre un film où tu te dis, ah, ça va être... ça se trouve, tu peux être surpris, c'est excellent. Mais des fois, j'ai envie de te dire, pas un film en particulier, mais vous voyez Insomnia sur Canal+. Oui. En fait, globalement, juste pour expliquer, quand vous avez l'abonnement Canal+, je sais pas si c'est avec tous les abonnements, mais je crois que c'est que ciné quand t'as l'abonnement ciné. Voilà, quand vous avez un certain abonnement Canal+, vous avez accès à la chaîne Insomnia. Et en fait, Insomnia, c'est la chaîne spécialisée horreur. Mais rien qu'à voir les titres et les miniatures, je te rends compte que c'est le bas-fond du cinéma d'horreur. Vraiment, c'est le cinéma d'horreur direct ou DVD. Et des fois, je vois les trucs passer, je me dis... Ça a l'air marrant, parce que tu sais que ça va être des films d'horreur mauvais, mais tu te dis à quel point ils peuvent être mauvais. Genre, je me dis, c'est Alone in the Dark. Bah, c'est le coin du nanar du film d'horreur, et des fois j'ai la curiosité de me dire, ah, je me ferais bien les films sur Insomnia. Ah bah. Ouais, mais tu vois, les Tuches, il y a quand même un public. Il y a des gens qui l'ont. Non, mais c'est pour ça, il en a pas fait 5 pour... Il y en a pas eu 5 pour rien, quoi. Ouais. Non, mais genre... Je pense à Le jour et la nuit de Bernard-Henri Lévy, tu vois. Ah, ce genre de choses. Putain, mais oui, ce genre de film-là où t'as une petite curiosité, BHL qui fait un film, quoi. Genre le thème de Patrick Sébastien, là aussi. Ah, tu me donnes trop envie, là. J'ai trop envie de voir ce que tu me dis, là. Attends, je suis en train de chercher, tu vois. Non, mais par exemple, moi, je les ai toujours pas vus, mais les Paranormal Activity, ça m'intrigue un peu, mais vous m'en dites beaucoup de bien. Oh, y a jusqu'au 3, après c'est des daubes pour moi. Il y a le Vercingétorix là avec Christophe Lambert, mais qui dure 2h20. Oh la vache. Oh là là. Tu me fais très peur, mec. Des fois les American Pie, parce que j'ai vu une fois le premier, c'est pas bien. C'est marrant, mais c'est pas bien, tu vois. Ouais. Mais tu sais, quand tu sais le nom, il y en a je ne sais combien, puis en plus il y a des spin-offs avec d'autres personnages. Oui.
Et des fois, c'est le genre de boîte de Pandore, tu vois. T'en ouvres un et tu sais que tu peux accéder à un monde. Ah ouais, avec en plus tous les sous American Pie qui ont été faits derrière, Ouais, c'est ça. tu vois. Enfin. Genre il y a le Star Wars Holiday Special aussi, légendaire. Alors après, du coup, vu que c'était ma curiosité morbide du moment, je pense qu'il y en a d'autres, tu vois. Genre oui, tu me mets tous les films là, mais un peu les films genre Amazon Prime aussi également. Tu parlais d'Insomnia, mais moi les films Amazon Prime, genre à contresens, les trucs comme ça là. Je sais pas, il y a parce que tous les jeunes, c'est leur film du moment, tu vois, genre à contresens, je crois, c'est ça comme ça que ça s'appelle. Je vois même pas de quoi tu parles en fait. Mais c'est un film Prime Video un peu à la After, je crois. Donc, déjà, After c'était Prime Video pour les 2 à 5, mais tu vois, je crois que c'est leur nouveau After. Mais je sais pas, ça me donne il y a une petite curiosité un peu à la con, tu vois. Enfin, un peu morbide, un peu à la con. En vrai, les Rambo, parce que j'aime beaucoup le premier Rambo, mais je sais que les suites. Autant le premier Rambo, c'est quand même un film qui parle de guerre, du stress post-traumatique de la guerre, qui parle de plein de choses sociales. Mais les suites des Rambo, c'est que des gros films d'action nanardesques des années 80. Oh, pour les avoir vus, en vrai, le 2 et 3, ça va, hein, c'est pas non plus des mauvais films. Hein, Je les ai pas vus, justement. Non, ça va. Je les ai pas vus, mais tu vois, c'est une curiosité que j'aurais d'aller me plonger dans je te parle d'une curiosité morbide, tu vois. Vraiment un truc, tu sens que ça va être mauvais. Ah, bah après, morbide, je pourrais te dire Salaud de Pasolini, juste parce que... Ah, aussi, oui, il y a ça aussi. Ah, pour voir à quel point tu peux aller. Pour te tester, ouais. Quelque chose. Ah, ça c'est intéressant, tu vois. Mais j'ai pas envie de le voir. Enfin, si, j'ai envie de le voir, mais j'ai pas envie de me l'infliger. Donc je ne prendrai pas ce film. Attends, laisse-moi regarder, genre les films un peu hardcore. Ouais. Genre, tu vois, Serbian Film, ça me tente pas du tout. Ah, ouais, non. Absolument pas. En vrai, les Resident Evil. Ah, ça, là, tu me fais plaisir. Juste pour avoir vu le JDG dessus, ça a l'air quand même... Mais lequel le JDG où il te parle de tout. Non, mais lequel Resident Evil, je veux dire. Ah, mais juste la saga avec Mila Jovovich, toute la saga. Ah, là, tu me fais plaisir. Faire la saga, parce que moi, je les ai tous vus. Et alors, c'était un plaisir ou pas? Ah, ouais. Ah, les derniers, ils sont pépites, là. Surtout le dernier, c'est un chef-d'œuvre. Ah, parce que des films c'est très nanardesque, on est d'accord. Ah ouais, très clairement. Il y a un moment donné, ça en devient nanardesque. Hein. À partir du 4, là, oui, c'est purement nanardesque. Mais ouais, donc... Ouais, les films un peu hardcore à la Salaud, tout ça, je sais pas, il y a pas de... Déjà, je pense que j'en ai vu pas mal. Bah pareil, en fait, là j'arrive, là je vois la liste, je suis pas non plus en mode... Enfin, la liste est un peu trop longue pour qu'il y ait des trucs qui me parlent là, comme ça, de but en blanc. Non, Inland Empire, tu vois, genre, parce que c'est un des derniers Lynch que j'ai pas vu et que... Ah, ça dure 3 heures, quoi. C'est ça. C'est un truc, tout le monde me dit que c'est insupportable. Cannibal Holocaust, tu vois. Ah oui, ouais, c'est vrai. Alors, tu veux, il me tente à moitié. Ouais, Cannibal Holocaust, ça rentre carrément là-dedans. Ah ouais. Parce que, d'abord, il y a effectivement ce truc que tu décris, là, Julien, sur le fait que c'est super gore, et voilà. Mais ça, à la limite, c'est des choses qui me perturbent pas trop. Mais non, mais enfin, Cannibal Holocaust... Il y a un background. Ouais, il y a un background, et puis en fait, on n'a pas arrêté de me dire que c'est de la merde. Et du coup, je suis en mode, bah vas-y. Surtout que ça a fait une énorme polémique où le réalisateur a quand même dû expliquer à la police que les acteurs étaient pas vraiment morts. Ouais, bon, après, il y a quand même la tortue, le singe, ces choses-là. Ouais, c'est peut-être aussi ce qui me rebute. En vrai, je pensais, parce que l'année dernière, cette année, je m'étais refait les 3 Batman de Nolan. Oui. Cette année, j'ai fait les Batman de Burton. Ah, est-ce que tu ferais pas les Batman de Schumacher? C'est ça, il manque le Batman et Robin et le Batman Forever, mais j'ai une flemme de... Attends, je l'ai fait cette année, mec, tu peux le faire. Parce que tu sais pourquoi? Parce que juste j'ai cette curiosité de me dire, vraiment de voir ce dernier penchant d'adaptation de Batman que j'ai pas vu, quoi. Il y a eu le côté ultra gothique de Burton, le côté ultra réaliste de Nolan, il m'en manque un. Non, il t'en manque un autre. Le Batman d'Adam West? Oui. C'est lequel, celui-là? C'est celui des années 60. Oui, celui de 66. Mais il n'est pas adapté de la série, ce film? Si, mais il y a eu un film. Ouais, c'est vrai, il pourrait rentrer dedans. Mais il va falloir se décider, messieurs, je pense. Ou alors, vous voulez continuer un peu à écumer les films potentiels. Entre Cannibal Holocaust et Bernard-Henri Lévy. Tu veux pas faire un mélange genre zombie, cannibale, Bernard-Henri Lévy Ou genre Patrick Sébastien Holocaust? Oh putain. Bon, faut faire un choix. Ce sera Cannibal Holocaust. Ok. Je le mettrai avec toi, je pense, parce qu'il y a une petite curiosité. Bon, bah moi, du coup, ça sera quand même les Tuches 2, hein, je pense. Sans moi. Oui, ça, je me doute. Et Julien j'hésite entre soit un Batman, soit un Resident Evil. Ce sera entre les deux. Ça sera une surprise. Ok. Et bah, Fred, j'espère que tu pourras le faire. Oui, on lui en parlera. On lui en parlera, et je pense qu'il trouvera sûrement un film. Et je pense que lui aussi, il a plein d'idées de films comme ça. Il y avait un film dont Fred avait parlé il y a au moins un an dans l'épisode, c'était Jerk. Ah oui, le film, ça m'a toujours beaucoup... je me souviens. Turlupiné.
Ouais, ça va faire un an, hein, je crois que il Ouais, avait ouais. vu pour Halloween de l'année dernière. Mais le film me tente. Ah oui, il avait vu à Halloween justement. Mais le film me tente vraiment fort. Et j'avais regardé des moyens de le voir et j'y arrive pas. Cannibal Holocaust, je pense que je le trouverai facilement. Donc, du coup, la prochaine fois, on aura Owen qui nous parlera de Cannibal Holocaust. On fera un grand écart avec moi qui parlera des Tuches 2. Et Julien, il nous parlera soit d'un Batman de Schumacher, ou d'Adam West, ou peut-être celui d'Adam West, je sais pas. Non, plutôt sur les Schumacher. Un de ceux de C'est Schumacher. Schumacher, c'est comme ça qu'on dit. Schumacher ou Schumacher. Schumacher. Voilà. Ou un Resident Evil. Bon, ça va être un beau programme. Et peut-être un film Ça va surprise être- de Fred. Ça va être fun, franchement. Je vous dirai si je me suis infligé les Tuches 2, quand même. Parce que j'ai peur de me l'infliger finalement. Et est-ce que c'est pas ça le but du Joker, c'est de s'infliger un film? Oh, c'est dégueulasse, mec. Donc, je rigole. Mais voilà. Ok. On va bien s'amuser. Et donc, quand Fred reviendra et il rechopera son Joker, on conclura le tien. Oui, ou alors oui, soit peut-être sinon on fera ça. Ou au pire, il aura l'autre Joker. On en parlera dans un parti après les Alors, critiques. J'en sais rien, on verra. On verra ce qu'il y a dans 2 semaines. En attendant, cette émission touche à sa fin, messieurs. Merci beaucoup. En vrai, on s'est bien marré. Ah oui, c'était drôle. Et l'émission est toujours à retrouver sur toutes les plateformes de streaming et sur YouTube. Et vous pouvez nous suivre sur Insta, TikTok. Et en attendant, À la prochaine. Salut. Salut. allez voir du film. Ouais. Du film français, mais allez voir Arco. Du coup, on l'a pas recommandé parce qu'on l'a pas vu, mais allez voir Arco. Oui. Voilà.